Je vous propose donc de passer, peut-être avant une petite pause, aux questions. On fera une petite pause, après on poursuivra la séance. C'est une question, vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais pourquoi des centres comme l'IRCAM, par exemple, continuent à développer des outils pour Max alors que ça évolue, c'est aussi peu pérenne? Je ne pense pas que vous pourrez répondre, mais est-ce que... Alors que c'est une question critique, puisque eux-mêmes se retrouvent avec des problèmes de portage à chaque fois qu'ils font... L'IRCAM, le Max, c'est un outil que l'IRCAM a développé au départ. Ils ont perdu un certain nombre de droits, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas énormément d'alternatives. Donc ça reste... les alternatives, à l'heure actuelle, on a Faust, j'en ai parlé, Super Collider. Il y a quelques outils comme ça qui sont suffisamment souples pour permettre de construire des outils de traitement de signal et de synthèse sur mesure. Donc si l'IRCAM continue, c'est parce que ils ont fait des tests, ils ont fait des essais. J'ai indiqué par exemple dans ce graphique-là qu'à une époque, l'IRCAM a voulu développer son propre logiciel, sa propre version, mais ils n'ont pas les moyens Ils n'avaient pas les moyens de faire un outil concurrentiel. Donc, à l'heure actuelle, Max reste l'outil le plus efficace pour faire ce genre de développement. D'autres questions dans la salle? Peut-être je peux en profiter pour poser une question à Cécile Leprado, parce qu'on a vu différentes natures d'installations dans lesquelles le son effectivement était toujours présent, mais à des degrés différents, avec l'image et avec l'espace dans lequel le son a été investi. Est-ce que déjà toutes les œuvres sont faites pour être reproduites? Déjà, première question. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de pérenne dans la majeure partie des œuvres qui ont été proposées? Et deuxième question, est-ce que la question de la reproduction est différente dans une pièce purement sonore, dans une pièce dans laquelle il y a, par exemple, il y a à un certain moment un QR code AIDA dans lequel la vision est centralisée, et d'autres pièces dans lesquelles le rapport à l'espace avec la tridimensionnalité, c'est-à-dire l'adéquation entre la place du spectateur et de l'auditeur et l'espace environnant, avec la réalité virtuelle, est nécessaire. Donc il y a 3 niveaux minimum finalement de rapport au son et à l'espace. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai été clair, mais est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur la question de la préservation de ces types d'œuvres? La première question, c'était... Première question. Ah. Est-ce que toutes les œuvres sont faites pour être pérennisées? Est-ce qu'elles sont reproductibles, forcément? Non. Enfin, pas pour moi, en tout cas. D'une part, je crois avoir montré pour les premières, quand elles sont liées à des sites bien particuliers, on peut toujours faire un enregistrement et le mettre ailleurs, le faire écouter pour donner une idée d'eux, mais la pièce en elle-même, elle n'est pas reproductible. C'est-à-dire que c'est même pas un problème de technique, ça peut l'être, mais c'est un problème que ça appartient à un site et que, si vous parlez de reproductibilité technique, déplacement dans un autre lieu, c'est une autre version, c'est du versionning, et donc c'est une version 2 ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est important de le savoir au début, c'est-à-dire que quand je disais qu'il faut savoir pour quel endroit on crée une pièce en général, c'est que ça va limiter sa transmission, sa reproductibilité dans certains cas. Ce qui n'est pas le cas du triangle, puisque lui, il a été édité, il peut circuler où il veut, il n'y a pas de souci, quoi. Et alors après, j'ai perdu la deuxième question. C'était est-ce qu'il y a une différence de reproductibilité lorsque les pièces elles sont faites pour être dans différentes versions, entre une pièce purement sonore et une pièce qui a une accroche visuelle importante. Par exemple, donc, lorsqu'il y avait le QR code qui place le regard du spectateur, finalement. Également, l'autre œuvre où on est dans une adéquation entre espace virtuel dans lequel on navigue et l'espace physique. C'est-à-dire que l'espace virtuel a été conçu pour cet espace. Ouais. Alors, c'est vrai que l'exemple que je vous ai montré, c'est vraiment typique parce qu'il est encore une fois fait pour un lieu. C'est-à-dire le mapping visuel, c'est le décor, c'est le visuel qu'il y a réellement dans ce musée. Donc le sens de cette pièce, on en revient à ça, c'est que je peux la montrer ailleurs, je peux vous la montrer là, mais elle perd déjà de
enfin de sa raison d'être. Donc, techniquement, est-ce qu'elle peut être reproduite? Oui, j'aurais pu venir avec la tablette et mettre AIDA quelque part, mais est-ce que ça a un sens? À mon avis, non. Donc, c'est pour ça que je pense que tout n'est pas... Il n'y a pas de nécessité de reproduire systématiquement. Je ne parle pas de la technique, là. Je parle du contexte des pièces. Et juste pour l'anecdote, c'est que la petite dernière, là, qui s'appelle Le Promeneur Écoutant, qui est fait avec un moteur... alors pour les gens qui connaissent un peu les outils, c'est... un moteur qui s'appelle le CryEngine, qui a maintenu, ça rejoint ce que tu dis sur les outils qui ne sont pas propriétaires, enfin, le fait de la dépendance que l'on a, nous, quand il n'y a plus de maintenance derrière. C'est-à-dire qu'ils ont changé de version, donc là, on ne peut plus jouer la pièce. Alors, on a changé de moteur, on est repassé sur Unity, qui va sans doute, et on a voulu repasser dans la version Oculus, et on a encore eu des soucis de version. Donc, dans certains cas, plus il y a du visuel, plus du son, on accumule les ennuis, on va dire ça comme ça, en gros. Très bien. Bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bien. Je vais en profiter à nouveau pour poser une question donc à Laurent Potier. On a vu différents modes d'existence finalement des pièces électroniques, électroacoustiques, de synthèse. Et je me posais la question effectivement de la reproductibilité d'un hardware ou d'une pièce, d'un outil, par exemple un clavier synthétique, un synthétiseur analogique, dans une version complètement numérique. La question du rapport à l'objet finalement, parce qu'une reproductibilité, c'est aussi un rapport d'être à l'objet, que ce soit pour une œuvre visuelle ou une œuvre sonore. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des stratégies pour... j'ai un peu la réponse, mais je voudrais t'entendre là-dessus. Alors, c'est clair que la grosse différence qu'on a entre les instruments électroniques, par exemple, sous lesquels on a tous les boutons en direct sous les doigts, et les versions numériques, où on a une souris, pose problème. C'est pour ça que, par exemple, Moog a construit un Moog Voyageur il y a quelques années, parce que le synthétiseur Moog était un instrument de référence où les versions le software ne permettaient pas un contrôle direct de la même façon. Donc le Mini Moog était l'instrument de référence des synthétiseurs analogiques. Voilà, le constructeur a construit une nouvelle machine, reprend toutes les caractéristiques de l'ancien, mais avec en plus des mémoires et puis un certain nombre de nouveautés. Donc effectivement, le fait de pouvoir accéder de façon gestuelle à tous les paramètres, c'est important. En même temps, les Moog, il y a une vingtaine de paramètres de contrôle. Par exemple, le DX7, 10 ans après, c'est 200 paramètres. Donc là, on ne peut plus imaginer de contrôler les paramètres en direct. Il faut des outils permettant, à partir d'un contrôle, de piloter plusieurs paramètres à la fois. Et donc c'est vrai que souvent, le problème de l'interprétation des musiques électroniques, c'est qu'on n'a pas d'instrument standard. Alors, dans la musique live, c'est vrai qu'on a des outils comme Ableton Live qui sont un peu une référence dans le temps réel, mais qui est surtout des musiques basées sur la répétition, la boucle. Et on a des outils qui se sont imposés comme étant devenus une sorte de norme. Mais pour d'autres types de musique, on n'a pas, donc on construit des dispositifs à chaque fois spécifiques. Et c'est aux musiciens de construire un dispositif avec soit des tablettes, soit des mixeurs MIDI, des contrôleurs, et de se faire un environnement qui va finir par maîtriser. Voilà. Merci beaucoup. On n'a pas de standardisation. Très bien. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose de faire une petite pause et après on enchaîne donc avec une intervention de Hatao Tanaka et on va clore la séance avec ceci. Merci.